Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet que je trouve assez important parce que, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes les architectes de notre propre destin. C'est à nous d'écrire l'histoire et afin que l'histoire soit narrée par nous-mêmes, par notre peuple. Je ne le dirai jamais assez, être noir ne signifie pas être un sous-homme. Être noir ne signifie pas être moins intelligent ou alors ayant des capacités cognitives sous-évaluées. Ici, sur cette chaîne, je vous parle ou alors je traite de tout ce qui est information en ce qui concerne l'industrialisation du continent africain, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Ici, je voudrais qu'ensemble, on puisse valoriser l'image de l'homme noir, redorer le blason du peuple noir, parce que l'Afrique a son mot à dire. L'Afrique, non seulement doit prendre part aux décisions de l'avenir du monde, mais également les peuples africains doivent donner une image différente de celle qui a toujours été vendue par les officines des peuples venus d'ailleurs ou des peuples d'ailleurs. Avant de continuer, je voudrais t'inviter à souscrire si tu es nouveau sur ma chaîne, à liker et à partager afin que le message puisse atteindre le plus grand nombre de personnes, afin que véritablement la prise de conscience qui est déjà, pour ma part, à un niveau assez considérable. Mais nous devons continuer en tant qu'Africains à travailler pour que la masse critique soit atteinte. Parce que c'est en sensibilisant les masses, c'est en éduquant le peuple, c'est en instruisant les populations que véritablement le changement dont nous avons besoin, auquel nous aspirons, va véritablement arriver sur le continent africain. Un continent à aujourd'hui 55 pays. Nous en avions 54. Aujourd'hui, nous en avons 55. 55 États. 30 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie de l'Afrique. Une population qui a moins de 25 ans dans la moyenne. Il est estimé que d'ici 15, 20 ans, 30 ans tout au moins, la population africaine va atteindre les 2 milliards d'habitants. Ce qui représente un marché véritable de croissance en termes économiques. Mais également cela relève, ou alors il faut également assurer le côté sécuritaire. Pour cela, ce soir, je voudrais qu'on traite le sujet du développement de nos économies, de l'industrialisation du continent africain. Quelles sont les politiques que ceux qui arrivent au pouvoir, on peut critiquer ou on peut ne pas être d'accord de la manière d'arriver au pouvoir, mais comme j'ai l'habitude de dire, il faudrait qu'on essaye d'être objectif dans nos analyses pour comprendre quels sont les mobiles pour que ces personnes-là, par exemple au Burkina Faso, nos frères, nos aînés, nos égaux, ça dépend de l'âge. D'aucuns, ce sont nos papas, arrivent au pouvoir de cette manière-là. Quelles sont véritablement les causes? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme disent d'aucuns, pour qu'on en arrive à ces résultats-là?
qu'est-ce qui n'a pas marché. Ici, je voudrais qu'on parle un premier ressort du changement fondamental que tous ces États, ou alors tous ceux qui arrivent au pouvoir et les différents peuples aujourd'hui en Afrique, dans la plupart des cas, voudraient véritablement voir arriver au niveau de nos pays. Tout le monde parle de changement fondamental, c'est-à-dire que de la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais ce qui est paradoxe, ce qui est un paradoxe, j'allais dire, et qui est paradoxal, c'est que tout le monde voudrait voir les choses changer, tout le monde voudrait voir comment l'Afrique décolle en termes de développement, d'industrialisation, un mieux vivre, un mieux être de tous les pays africains et les populations africaines. Mais le paradoxe ici que je voudrais soulever, et dont beaucoup n'en parlent pas, c'est que nous avons dans des pays, notamment les 3 pays où l'actualité, depuis presque 2 ans aujourd'hui, est véritablement sous les feux de l'action, c'est-à-dire le Mali, ensuite le Burkina et le Niger tout récemment, où des personnes, notamment des militaires, ont décidé de prendre le pouvoir. En prenant ce pouvoir, ils ont donné un planning, ils ont dit voilà ce que nous aspirons, ou alors comment est-ce que nous pensons que nous pouvons gérer les choses côté sécuritaire et que nous allons donc remettre le pouvoir aux civils après un certain temps. J'ai entendu des gens tenir un discours, c'est pourquoi je dis que c'est paradoxal et je voudrais véritablement ce soir qu'on en parle, c'est le premier volet du sujet. Des gens qui disent on veut le changement, on veut que les choses changent, il va falloir changer les lois fondamentales. J'entends ici par loi fondamentale la constitution, c'est ça la loi fondamentale d'un pays. Et paradoxalement, ces gens viennent dire ok, vous êtes arrivé au pouvoir, mais ce n'est pas le fait de vous éterniser au pouvoir, il va falloir organiser, vous devez nous dire en combien de temps vous allez être là et vous allez organiser les élections, il va falloir organiser les élections. Et même aussi, certaines personnes épousent le discours de la communauté internationale qui est là pour dire non, il faut organiser les élections, il faut remettre le pouvoir aux civils. Et le processus démocratique a été entravé parce que on estime que la façon ou la manière par laquelle ces personnes sont arrivées au pouvoir, ça n'a pas été de manière démocratique. Personne ne peut dire ici ou nier que la démocratie, dans son sens étymologique, n'est pas quelque chose de mauvais parce que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais la question est de savoir est-ce que ce qui marche à l'est peut marcher à l'ouest ou ce qui marche au nord peut marcher au sud, vice versa, selon les conditions géopolitiques, selon les conditions stratégiques des différents États ou des situations économiques ou alors géostratégiques et géopolitiques même des différents pays. La démocratie, comme je l'ai dit, dans son sens étymologique et dans l'application, dans le sens général, est une bonne chose parce que tout le monde, il n'y a aucun être humain sur la terre ou aucun peuple qui n'aspire pas à la liberté. Tout le monde veut être libre et tout le monde veut avoir comment je vais dire, tout le monde voudrait donc exprimer son droit de liberté, le droit d'expression par exemple, la liberté d'expression, le droit au vote, tous ces avantages que octroie donc cette démocratie.
Mais nous savons tous que depuis les indépendances, après cette lutte des indépendances qui a commencé dans les années 1948, qui s'est intensifiée dans les années 50, milieu des années 50 et on a eu bien ou mal des déclarations d'indépendance dans les années 60, cette vague de déclarations d'indépendance. Et vous êtes d'accord avec moi que la façon dont cela a été fait n'augurait pas un développement véritable ou un décollage économique des pays africains, ce qui au jour d'aujourd'hui nous amène ou nous a amené dans des situations comme celle du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Je voudrais donc ensemble qu'on essaye donc de voir de ce côté-là et de comprendre que et d'être objectif que pour faire un changement de loi fondamentale, il va falloir premièrement que les peuples et les populations de ces différents pays et même des pays là où il y a des présidents qui sont au pouvoir et qui ont pour aspiration de changer par exemple les lois fondamentales, les constitutions des pays en faveur et au bénéfice des différents peuples de ces pays, de ces États-là. Le paradoxe que je voudrais soulever ici, c'est que les peuples, ou alors certaines personnes, pas tous les peuples, viennent dire oui, d'accord, vous êtes arrivé à la tête des États parce que les choses ne marchaient pas, parce que, et ce qui est vrai, ce qui est prouvé, que les peuples étaient laissés pour compte au profit de quelques oligarques, de quelques familles. Nous avons vu par exemple du côté du Gabon ce qui est en train de se passer de ce côté-là avec la famille Bongo. Et les exemples sont légion un peu partout. Et je me pose donc la question quand nous disons que nous voulons ce changement, nous voulons que les choses changent, nous voulons que les Africains vivent bien, profitent de cette richesse-là qui est exploitée mais qui ne profite pas assez au peuple et aux populations de ces différents États, et qu'il va falloir changer le modèle économique, le modèle politique, le modèle même diplomatique, des différentes approches. Mais que on dénonce que depuis 40 ans ou 60 ans, ou tout au moins 50 ans depuis les indépendances, on peut aller plus loin, mais je prends à partir des indépendances, que les constitutions, comme j'ai dit ici, les lois fondamentales qui ont été écrites parfois hors même du sol africain et dont on a modifié quelques lettres, quelques passages, quelques paragraphes pour être appliqués dans des États qui n'ont rien à voir avec ce qui a été écrit et avec des peuples qui ont une façon de vivre et une culture totalement différente de ce qui constitue ou alors ce qui fait office de loi fondamentale de ces pays-là. Et qu'on vienne dire que il faut 2 ans, il faut 3 ans, il faut 4 ans pour que ceux-là qui ont pris la responsabilité de dire il faut que les choses changent, et ils sont mis devant au risque et péril de leur vie avec tout ce que cela comporte. Et que les mêmes personnes, loin de moi la pensée, loin de moi l'idée de dire que les gens doivent arriver au pouvoir et s'éterniser au pouvoir. Mais le paradoxe que je voudrais soulever ici, c'est que en même temps, nous voulons que les choses changent. Nous aspirons à un mieux vivre, à un mieux être. Mais personne ne s'est jamais levé de manière courageuse pour dire il faut que
je me mets, c'est-à-dire je me sacrifie pour les autres. Pendant un temps, je mets ma vie en risque parce que c'est un risque énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Au péril, au risque même d'engager non seulement sa vie personnelle, mais également tous ses proches. Et qu'il arrive à la tête d'un État, bien que cela ne soit pas de manière démocratique, mais comme j'ai dit, quelles sont les causes? Je ne suis pas celui qui approuve les coups d'État, mais je dis, si les choses avaient été bien faites, nous n'en serons jamais arrivés là. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va se lever, un militaire, où les choses marchent bien, où tout va bien, et dire, je vais destituer le chef d'État en place pour prendre le pouvoir. Personne ne ferait ça, même dans le monde imaginaire le plus fou. Mais si on en est arrivé là, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui a poussé ces gens? Qui sont généralement appelés la grande muette, mais qui sont au parfum de tout, qui observent et qui regardent de loin, qui sont au service de ces différentes personnes politiques ou personnalités politiques qui se succèdent à la tête de nos États africains. Quand ces personnes donc décident de prendre le pouvoir par les armes, parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux, ils ont choisi ce chemin-là, et je leur en suis profondément reconnaissant, parce que s'engager dans l'armée, c'est s'engager pour protéger les autres au péril de sa vie. Et je vous dis encore merci à tous ceux-là qui sont au service de la sécurité des États, des différentes nations, dans les différents corps de l'armée, de la sécurité, de la police et toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour pour la sécurité des biens et des hommes dans les différents pays africains et même dans le monde. Ici, je vous dis merci de par ma modeste personne et ma modeste voix. Mais ici, je voudrais, et je m'adresse particulièrement à mes frères africains, au peuple africain, aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, à la société civile, au peuple africain en général, qu'il soit sur le sol africain ou hors du sol africain. Il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Qu'est-ce que nous voulons? Parce qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas en même temps dire, c'est là où je soulève le paradoxe ici. On ne peut pas en même temps dire, nous avons besoin de changer véritablement nos lois fondamentales, c'est-à-dire les constitutions de nos pays, pour qu'elles soient adaptées aux réalités africaines, aux aspirations des peuples africains, pour que un modèle économique à l'africaine puisse émerger au bénéfice et à l'avantage des peuples africains. Et qu'en même temps, qu'on vienne dire à ceux qui sont à la tête des États, qui travaillent, qui, je vais dire ça comme ça, dont on peut dénoter la différence en quelque temps par le discours et par les actions posées, par le laps de temps qu'ils ont mis déjà à la tête de ces États, que la différence peut se dénoter avec ceux qui ont mis 40 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, 15 ans au pouvoir, 10 ans au pouvoir. Bien que d'aucuns commencent à poser des actions qui sont louables. Et qu'on veut leur dire, mais écoutez, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas venu pour vous éterniser à la tête des États. Il faudrait que vous nous disiez, nous avons besoin de savoir combien de temps est-ce que vous allez être à la tête ou combien de temps vous allez mettre au pouvoir. Il va falloir organiser des élections. La question que je vais poser aux uns et aux autres ici, c'est organiser les élections pour que quelqu'un d'autre qui
probablement, on ne sait pas, on ne connaît pas quelles sont les accointances avec certains, je dirais, hommes politiques, parce que parler même des États en entier occidental, est-ce que les États sont véritablement responsables? Je crois que c'est des hommes politiques, parce que avec des hommes politiques de certains pays ou de certaines grandes puissances occidentales qui ont une façon de voir, qui ont une politique étrangère qui n'est pas à l'avantage donc de l'essor et du développement des pays africains, et par ricochet le bien-être et le mieux-être, le bien-être et le mieux vivre de ces populations-là ou de ces peuples-là. Qu'on veuille, par exemple, introduire dans les constitutions, dans les lois fondamentales, que nul n'est au-dessus de la loi, que tout le monde doit respecter la loi, que les valeurs de la République sont au-dessus de tout le monde, que nul n'est au-dessus de la Constitution, et que pour que ces valeurs-là soient ancrées et validées, non seulement ancrées, discutées, être proposées, validées par l'ensemble des peuples, et dire voilà ce qui va désormais régir notre vivre ensemble en tant que peuple d'un territoire déterminé, d'un État, pour former une nation, et que ces différentes nations-là forment un continent de 54, 55 pays aujourd'hui, un continent qui va s'asseoir à la table avec les autres peuples pour dire voilà dans quelle direction nous voulons que le monde aille pour qu'il y ait une paix durable. Non plus qu'on ne soit un continent qui, même lorsqu'on dit que nous avons aujourd'hui le droit d'avoir un siège au Conseil de sécurité avec un droit de veto probablement, ou alors que ça ne soit pas juste pour aller s'asseoir pour être un observateur. Non. Parce que pour qu'on en arrive à ce niveau-là, il faut bien que les choses soient faites de manière coordonnée, de manière efficiente et efficace. Donc, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Ou on veut juste entendre que les pays africains aussi sont démocrates et que les régimes sont démocratiques et qu'il y a élection juste pour avoir cette face-là au devant du reste des nations et des autres peuples, pour dire en Afrique aussi la démocratie marche, les pays sont démocratiques. Ou alors on voudrait véritablement que notre voix compte. Il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Parce que pour faire comprendre à un peuple, pour déjà que les populations deviennent un peuple, comme a dit le président russe, Poutine, qu'il faudrait arriver au peuple un peuple civilisation, parce que les peuples civilisations, c'est les peuples qui produisent, consomment ce qu'ils produisent et produisent c'est-à-dire les peuples civilisations, c'est des peuples qui produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent, pour qu'on en arrive à ce niveau-là. Si en 50 ans, après les indépendances, les gens n'ont pas assimilé ou alors compris qu'est-ce que c'est qu'un peuple, qu'est-ce que c'est que la fierté d'être noir, d'être africain, et que les gens n'ont pas compris qu'il faut mettre en avant nos valeurs, nos cultures. Ce n'est pas en 4 jours, ce n'est pas en 2 semaines, ce n'est pas en 9 mois, ce n'est pas en 4 ans qu'on va pouvoir apporter tout au moins le consensus à 80%. Parce que tout le monde, ce qui est sûr, ne peut pas être d'avis ou d'accord avec
ceux qui... avec les politiques, non, c'est normal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des avis contradictoires. Et qu'on demande aux gens que quand ils arrivent à la tête des États, qu'ils partent après 3 ans, après 4 ans. Sommes-nous sûrs que celui-là qui va arriver à la tête de l'État va continuer cette politique de réforme, cette refondation de nos États? Ou alors va encore replonger le peuple et les États dans de l'obscurité que plus que ce qui n'a été durant les 50 dernières années? Qu'est-ce qui nous rassure? Nous n'avons pas cette certitude-là. Mais la certitude que nous avons, c'est que tout au moins ceux qui ont pris le courage de dire il faut que cette façon de faire s'arrête, bien que ce soit des militaires, par les armes arrivés au pouvoir, ont décidé de se mettre devant, au risque et au péril de leur vie, pour dire il faut que ça change, en prenant des initiatives aujourd'hui que nous voyons fortes. Et que nous demandons à ces gens-là, non, il faut nous organiser des élections. Alors que nous disons en même temps, et quelque temps avant même que ces personnes-là arrivent, non, il faut refonder nos lois, il faut la refondation de nos États. Combien de temps faut-il à un peuple pour qu'il comprenne que nous ne devons pas être des ennemis en tant qu'habitants et natifs d'un même pays? Nous pouvons avoir des divergences d'opinion, nous pouvons avoir des visions politiques différentes, nous pouvons avoir des aspirations différentes, mais que la nation, l'État passe avant tout. Combien de temps il faut-il? Que s'il va falloir refonder nos États, ça veut dire que il va falloir refonder le système éducatif. Comment je vais dire? Quand je parle de refonder le système éducatif, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants et quelle est la vision? Parce que la démocratie n'est pas une finalité. La démocratie est un cheminement. La démocratie n'est pas une finalité. La démocratie est un cheminement. Alors, si les peuples ne se reconnaissent pas déjà dans une loi fondamentale et que tout le monde s'approprie cette refondation des États, pour qu'on en arrive déjà à un consensus, combien de temps faut-il pour convoquer un dialogue, pour faire asseoir tout le monde autour de la table et qu'ensemble on puisse débattre du devenir de nos nations, de nos États? Combien de temps faut-il? Prenons l'exemple dans une famille qui a eu 2-3 ans de dispute, d'incompréhension, ou alors des frères ou des sœurs, des oncles et autres ne s'entendent pas. Vous savez combien il est difficile de faire asseoir les gens, déjà de convoquer cette réunion, que tout le monde vienne, même ceux qui ne s'entendent pas, ceux qui s'insultent, ou alors ceux qui ont des avis divergents sur un sujet ou sur une façon de faire. Faire déjà, convoquer tous ces gens et que tout le monde accepte de participer à l'assise et pour qu'on puisse en parler. Maintenant, les garanties de sécurité pour que les uns et les autres se sentent en sécurité compte tenu des tensions politiques qu'il y a dans les différents pays et que toutes les parties disent ok, on va y aller et qu'on va s'asseoir autour d'une table sans qu'une partie ne vienne avec des suspicions pour dire peut-être ils vont nous faire du mal, peut-être ils vont faire ci, peut-être ils vont faire ça. Combien de temps il faut? Les tractations qu'il faut pour que ceux-là même qui se sont levés pour prendre par exemple les armes, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés par exemple dans des mouvements djihadistes, dans des mouvements terroristes, pas parce que ces personnes-là voulaient, mais parce que étaient en train de suivre des idées
de certaines personnes politiques, ou alors parce qu'elles se sont retrouvées dans des conditions de vie très compliquées, très difficiles, et parce que c'était des personnes vulnérables se sont retrouvées là-dedans. Et à un moment, ces personnes ont pris goût par le gain facile, par la facilité, et d'autres personnes ont développé des goûts de violence qui ne s'expliquent pas. Maintenant, pour ramener tout le monde autour de la table, en leur disant, écoutez, nous sommes un même peuple, et nous vivons dans une même nation, délimitée par une frontière, notre État, ou alors ceux qui ont plusieurs frontières, et nous devons nous asseoir autour d'une table pour bâtir une nation forte, en réécrivant la loi fondamentale de notre nation, de notre pays, pour que demain nous soyons une nation forte. Dites-moi combien de temps vous pensez que cela peut prendre. Ce n'est pas le type de choses que j'ai vu par exemple où on écrit une constitution, on dit qu'on va faire un référendum et on publie, c'est-à-dire qu'on rend disponible au grand public cette nouvelle constitution-là 10 jours avant le jour du vote. En combien de temps les gens ont-ils eu le temps de lire et de comprendre de quoi il s'agit? Parce que là, il s'agit de la refondation des États, de la loi fondamentale, c'est-à-dire que ce qui va régir la vie des peuples qui vivent sur le même territoire. Le quotidien de la société, c'est ce qu'on appelle une loi fondamentale. Et l'aspiration que veut devenir dans ce peuple-là, pour que cette nation-là, cet État-là, quelle est l'aspiration? En 10 jours, je ne pense pas que c'est possible de comprendre pour qu'on puisse aller voter un oui ou un non. Combien de temps faut-il pour d'abord concerter tout le monde et de là donc de cette concertation ressorte. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a vu où les gens sont allés s'asseoir dans un bureau, 2-3 personnes, parce qu'ils sont soi-disant des intellectuels, et ont écrit des choses, et on est venu dire voilà la constitution, on lit. Non. Si nous voulons avoir des pays véritables, des États forts, des nations puissantes, c'est la concertation. Et lorsqu'on fait des propositions maintenant, dans cette concertation, il y a donc au sorti de là, un consensus pour dire telle ou telle association, ou tel parti, ou telle, comment je vais dire, telle autre entité, telle autre unité, vous allez donc vous asseoir pour que tout ce que nous avons dit ici, là, vous puissiez mettre ça en... Parce que les gens donnent des idées, les gens parlent beaucoup, les gens disent des choses. Maintenant, pour condenser tout ça dans un document qui va maintenant régir notre vie ensemble en tant que citoyens de cette nation comme peuple. Et là maintenant, on promulgue dans ça et on rend ça et on dit ok, voilà ce qui va maintenant être notre loi fondamentale. Parce que voici la vision qu'ensemble on s'était assis tel jour et on a dit voici ce que nous voudrions devenir, voici ce que nous voudrions que demain, quand nous ne serons plus là par exemple, que nos enfants deviennent et que notre pays devienne, que nos petits-enfants, que nos arrière-petits-enfants. Alors, on publie ça, on met ça dans un document. Quand on a fait ça maintenant, on passe donc à la mise en application ou à l'implémentation de ce que dit cette loi fondamentale. Je vous pose la question, combien de temps faut-il pour que cela soit donc appliqué et commencer maintenant à voir comment cela est implémenté? Cela est-il possible en 1 an, en 9 mois, en 2 ans, en 3 ans? Cela est-il possible? Je vous pose la question à vous. Vous qui dites non, il faut organiser les élections. Il ne faut pas que les militaires qui arrivent au pouvoir s'éternisent au pouvoir. Est-il possible de faire ça? Seulement cette partie-là.
en 2 ans, en 3 ans, même pas en 4 ans. Moi, j'ai plus ou moins une idée de combien de temps ça peut mettre. Mais je vous pose la question à vous. Je pose la question aux Africains ici. Vous qui vous levez dans des organisations, vous qui vous levez dans la société civile, vous qui vous levez des leaders d'opinion et autres, et vous commencez à soulever un problème qui n'existe pas, pour commencer encore à apporter des nœuds qui vont encore empêcher cet élan de changement, ce vent de changement véritable qui aujourd'hui est en train de vouloir arriver en Afrique. Vous commencez encore à venir avec des choses qui vont diviser, qui vont encore plonger l'Afrique dans une... comment je vais appeler ça? Dans des moments sombres de l'histoire. Pour combien de temps encore? Qui vous a dit que la démocratie est une finalité? La démocratie, comme je l'ai dit, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Dans son sens étymologique et dans l'application dans sa généralité, c'est tout à fait quelque chose parce que tous les peuples aspirent à la liberté, pas au libertinage, mais à la liberté, notamment la liberté d'expression, la liberté de vote, le droit au vote et tout ce que nous connaissons. Vivre bien, profiter des biens, que la nation fonctionne bien, que la vie en société, la gestion de la société, que tout le monde se retrouve et qu'il y ait une justice sociale. D'accord. Je sais aujourd'hui que c'est l'aspiration de la majeure partie de la population africaine qui disent pourquoi est-ce qu'on s'exprime, par exemple en français comme je suis en train de le faire, alors qu'on peut s'exprimer en Swahili, alors qu'on peut s'exprimer en Bambara, alors qu'on peut s'exprimer en Douala, alors qu'on peut s'exprimer en Bafang, alors qu'on peut s'exprimer en Baoulé, alors qu'on peut s'exprimer en Lingala, et que cela soit mentionné dans la loi fondamentale que c'est la langue officielle. Combien de temps faut-il pour qu'on arrive à ce consensus et que tout le monde soit d'accord, et maintenant que les gens commencent à apprendre pour s'exprimer en cette langue-là, combien de temps faut-il pour traduire, pour transcrire, pas pour traduire, pour transcrire les documents qui existent ou ce qui existe en ces langues-là, et qu'on commence donc à enseigner pour qu'on ait les professeurs qui vont enseigner dans les écoles en la langue que le peuple va choisir. Ça peut être le Douala, si c'est au niveau du Cameroun, le Bambara dans des pays, ça peut être le Fulbe, le Hausa, je ne sais, que sais-je, le Swahili, que sais-je. Ça dépend de comment est-ce que les peuples vont donc s'entendre que voici ce qu'on va maintenant avoir ou à adopter comme langue nationale. Combien de temps faut-il? Et avoir donc et mettre sur pied tous les mécanismes pour que cette loi fondamentale-là, ça c'est seulement au niveau de la langue. Maintenant, former le personnel, implémenter ces mesures-là pour que cela soit effectif au niveau du terrain. Combien de temps faut-il? Je ne dis pas ici que les gens doivent arriver au pouvoir et faire 50 ans. Non. Encore que dans les pays qui ont décidé de choisir entre la démocratie telle que définie par l'Occident, pas dans son sens étymologique, par certains, pas par l'Occident, par certains politiques, parce que quand je de l'Occident, non, par certains politiques, par une élite politique de grandes nations, des nations puissantes, et le développement des économies de ces pays-là. Il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Parce que beaucoup de pays sont restés, par exemple, avec des royaumes, des pays de l'Asie en majorité. Mais si vous allez voir le développement économique, le niveau de développement économique de ces pays-là, ou de ces royaumes-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de démocratique là-bas. Mais les peuples ne souffrent pas. C'est un choix qui a été fait. Par contre, l'Afrique, qui a voulu épouser le modèle démocratique prôné par des élites, je ne dirais pas l'Occident, prôné par une certaine élite de certains pays puissants,
Ça nous a amené ce qu'on a aujourd'hui, où les peuples souffrent, où les gens meurent dans la mer. Les gens sont obligés de quitter le territoire en masse, des guerres partout, la pauvreté, alors que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. Mais les conditions ont été créées pour dire il y a la pauvreté ici. Donc, je vous pose la question dans cette vidéo. Je voudrais vous écouter là-dessus. Je vous attends dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment en Afrique. Qu'est-ce que nous voulons vraiment en Afrique? Merci et à très bientôt sur Action Pratique. Bon début de semaine à ceux qui vont aller travailler demain. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime.